C'est un tournant majeur dans la guerre en Ukraine. Les pays occidentaux, notamment les États-Unis ou encore la France, ont autorisé l'Ukraine à utiliser leurs propres armes pour frapper sur le territoire de la Russie. Alors concrètement, pourquoi est-ce un changement radical? Qu'est-ce que cette décision pourrait changer et comment pourrait répondre la Russie? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour, exceptionnellement en ce vendredi sans la caméra et donc en voix off. Alors depuis le départ, les Occidentaux, que ce soit les Américains, les Français, bref, les pays qui livrent des armes à l'Ukraine, eh bien s'opposaient à l'idée que ces armes soient utilisées en dehors du territoire ukrainien de peur de froisser la Russie. Sauf que, on va le voir, on va comprendre tout ça, ils sont très nombreux en ce moment à changer d'avis. En effet, ce lundi déjà, 24 des 32 pays membres de l'OTAN, qui est donc une alliance politique et militaire de pays occidentaux menée par les États-Unis, 24 des 32 membres se sont engagés à ne plus accepter de restrictions à l'utilisation d'armes occidentales contre des cibles légitimes en territoire russe. Concrètement donc, il y a une forme de feu vert pour que les armes que les États-Unis, la France ou autres livrent à l'Ukraine puissent être utilisées directement pour cibler des éléments en territoire direct de la Russie. Alors le Royaume-Uni est l'un des premiers pays européens à avoir brisé ce tabou en quelque sorte début mai. Et puis ça a été Emmanuel Macron qui a ouvert le débat ce mardi, estimant que l'Ukraine devait pouvoir répondre à l'agression de la Russie en frappant directement sur le territoire russe. Il a cependant tracé une ligne rouge en disant qu'il fallait que ces frappes soient limitées aux bases militaires russes, donc des bases d'où l'armée russe frappe l'Ukraine en envoyant des missiles, et qu'il ne fallait pas viser de civils. Même les États-Unis, qui ne voulaient pas en entendre parler jusqu'ici par crainte d'un affrontement et d'une confrontation directe entre les États-Unis et la Russie, même eux ont finalement changé de discours. Le président américain Joe Biden a donné son feu vert ce jeudi, et ce vendredi, on peut noter que c'est l'Allemagne qui a autorisé à son tour l'Ukraine à utiliser donc des armes occidentales contre des cibles militaires sur le sol russe. Alors avant de voir la réaction de Vladimir Poutine, pourquoi ce changement de stratégie? Eh bien en fait c'est dû à la situation sur le front qui a pas mal changé. Depuis plusieurs semaines, l'armée ukrainienne est confrontée à une offensive, une contre-attaque russe dans la région de Kharkiv, qui est la deuxième plus grande ville d'Ukraine. Et donc dans cette région-là, à l'est de l'Ukraine, la Russie gagne du terrain. Le gouvernement russe a même affirmé que l'armée russe avait conquis 880 km² depuis le début de l'année en Ukraine. Et pour vous donner un ordre de grandeur, 880 km², c'est à peu près la taille de toute la ville de New York. D'ailleurs, on peut noter que la ville de Kharkiv a été touchée par une violente frappe samedi dernier qui a atteint un hypermarché de bricolage où 16 personnes ont été tuées et 65 personnes ont été blessées selon les autorités ukrainiennes. Ce qu'il faut comprendre au-delà de cette dimension donc de contre-attaque de la part de la Russie, c'est que c'est une offensive qui est pas mal menée de l'autre côté de la frontière, menée donc depuis le territoire russe. Concrètement, le territoire russe n'est pas si loin de Kharkiv et donc les missiles, les attaques peuvent partir directement du territoire russe avec des missiles ou même parfois avec des avions qui sont situés dans l'espace aérien russe et qui donc jusqu'ici ne peuvent pas être interceptés. Et par ailleurs, on peut noter que Zelensky justement jugeait cette mesure des Occidentaux injuste et réclamait donc de pouvoir utiliser ces armes plus largement. Alors vous en doutez, ces déclarations ont fait réagir le président russe Vladimir Poutine. Il a évoqué ce mardi le risque de conséquences graves, ciblant particulièrement, je cite, les petits pays européens, donc des petits pays potentiellement avec une population très dense, sans donner pour autant de nom. Selon lui, ce serait très clairement un acte d'escalade de la part des Occidentaux. Par ailleurs, on peut noter que ce changement, il arrive aussi en même temps qu'un autre changement, avec un potentiel envoi sur le sol ukrainien d'instructeurs militaires venant donc de pays occidentaux comme la France ou les États-Unis pour former sur place les soldats ukrainiens. On verra donc comment tout cela évolue, mais ça me semblait important de faire un point sur la situation aujourd'hui. Avant de laisser la parole à Léa pour le reste de l'actualité importante du jour, je voulais vous parler d'un autre sujet important aujourd'hui, c'est la condamnation historique de l'ancien président américain Donald Trump dans l'affaire dite Stormy Daniels. Et c'est historique puisque c'est la première fois qu'un ancien président américain est condamné au pénal. En fait, Donald Trump est accusé d'avoir caché dans les comptes de ses sociétés, donc de ses entreprises, un versement de 130 000 dollars destiné à l'actrice de films pour adultes Stormy Daniels, et ce, en échange de son silence lors de la campagne présidentielle de 2016. La raison, Stormy Daniels affirme avoir eu une relation sexuelle avec lui il y a des années. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le paiement en lui-même
lui-même, il n'est pas illégal, mais ce qui est illégal, c'est le fait de falsifier des documents commerciaux d'une entreprise. Et donc, après 6 semaines de procès et 2 jours de délibération, eh bien, les 12 jurés ont finalement décidé à l'unanimité que Donald Trump était coupable des 34 chefs d'accusation dans cette affaire. Il est donc devenu, je le disais, le premier président des États-Unis condamné au pénal. Autrement dit donc le processus judiciaire qui concerne des infractions criminelles ou délictuelles. Alors de son côté, Donald Trump a dénoncé, je cite, un procès honteux. Selon lui, il a été jugé par un juge corrompu et le verdict est truqué. Il assure par ailleurs, je cite, être un homme innocent. Mais alors il y a 2 questions importantes. Est-ce que ça veut dire qu'il va aller en prison? Et par ailleurs, est-ce qu'il va pouvoir mener la campagne présidentielle alors que l'élection présidentielle se tient en novembre? Pour la première question, sur la question de la prison, pour l'instant, on n'en sait rien. En effet, c'est au juge Juan Merchan de fixer sa peine qui sera connue le 11 juillet prochain. Il risque au maximum 4 ans de prison, mais après, dans les faits, comme il n'a jamais encore été condamné au pénal, il est probable, selon pas mal de spécialistes, qu'il soit plutôt condamné à des travaux d'intérêt général, à une amende ou alors à une peine de prison avec sursis probatoire. Donc c'est une condamnation où le prisonnier n'est pas immédiatement incarcéré. Il doit respecter simplement certaines conditions pendant une période définie, sous peine, s'il ne respecte pas ces conditions, de se retrouver en prison. Et a priori donc, c'est relativement peu probable qu'il finisse en prison cette année. Maintenant, sur la deuxième question, est-ce qu'il peut se présenter à l'élection présidentielle américaine? Bon, déjà, il faut savoir que les avocats de Donald Trump ont indiqué qu'ils allaient faire appel et donc demander un nouveau jugement. Et par ailleurs, est-ce que le fait d'être condamné au pénal empêche d'être candidat à une élection présidentielle? Eh bien, rien ne le dit dans la Constitution américaine. En fait, pour être candidat, il faut respecter 3 critères, à savoir être un citoyen né aux États-Unis, avoir au moins 35 ans et avoir résidé aux États-Unis pendant au moins 14 ans. Forcément, donc, il coche toutes ces cases. Et a priori, donc, il va pouvoir continuer sa campagne pour l'élection présidentielle en représentant donc le parti républicain face à l'actuel président des États-Unis, Joe Biden, qui est donc du côté démocrate. On peut noter au passage que Donald Trump est aussi inculpé dans 3 autres affaires pour le moment. Il y a une affaire qui concerne des documents confidentiels de sa présidence qui ont été retrouvés chez lui en Floride, une autre qui est relative à l'assaut du Capitole en janvier 2021 et une dernière qui concerne sa tentative de renverser les résultats de la présidentielle dans l'état de Géorgie en 2020. Bref, là-dessus, on suivra évidemment les procès et les éléments au fil des mois. Et on suivra évidemment l'élection présidentielle en novembre. Je vous laisse avec Léa pour les autres actualités très importantes de la journée et je reviens juste après. Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec cette actu. De nouveaux bombardements ont frappé ce jeudi et ce vendredi Rafah, la ville la plus au sud de la bande de Gaza. Ces frappes ont notamment provoqué la fermeture de tous les hôpitaux fonctionnels dans la ville, alors que plus d'1 million de Palestiniens ont fui la ville et ont été déplacés vers le nord de Gaza, selon l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Les évacuations médicales ont également été stoppées depuis le début des bombardements israéliens à Rafah. Ça veut donc dire qu'encore plus de personnes risquent de mourir dans l'attente de soins, a averti Margaret Harris, la porte-parole de l'OMS. Seuls les hôpitaux de campagne dans la zone humanitaire peuvent accueillir des blessés, d'après Médecins sans frontières. Alors la situation humanitaire est d'autant plus compliquée que le port artificiel des États-Unis pour acheminer de l'aide par la mer a été endommagé par une tempête, selon le ministère américain de la Défense. Il sera donc hors service pendant au moins une semaine. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé dans une interview à la chaîne française LCI ce jeudi soir que l'armée israélienne faisait tout pour éloigner les habitants des zones de conflit. Il a par ailleurs accusé le Hamas de faire en sorte que les civils restent dans ces zones, je cite, en leur tirant dessus. Cette interview s'est tenue dans un contexte tendu alors que des centaines de manifestants s'étaient réunis devant le siège de TF1 pour s'opposer à la tenue d'une telle interview menée notamment par des députés de la France Insoumise. Depuis le début du conflit, plus de 36 000 personnes sont mortes à Gaza, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas. Deuxième actu, en Nouvelle-Calédonie, ce territoire d'outre-mer français, tous les quartiers de Nouméa, la capitale de l'archipel, ont été repris par la police. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ce vendredi sur Twitter. Le quartier de Rivière-Salée, dans le nord de Nouméa, était le dernier jusqu'à ce vendredi qui n'était pas encore sous le contrôle des forces de l'ordre, a précisé Gérald Darmanin. Il était bloqué par de nombreux barrages, tenus notamment par des snipers. Alors cette vaste opération policière, elle a mobilisé 400 membres des forces de l'ordre et a permis l'interpellation de 12 personnes et la suppression de 26 barrages. Cependant, il y a encore des barrages dans des communes voisines de Nouméa, comme Mont-d'Or, selon la présidente de la province sud, Sonia Backes. Troisième actu, le président américain Joe Biden se rendra en France pour célébrer le 80e anniversaire du débarquement en Normandie le 6 juin, mais il n'y aura aucune délégation russe. Le président russe Vladimir Poutine n'a pas été convié à cette cérémonie en raison, je cite, de sa guerre d'agression contre l'Ukraine, selon l'Élysée. Cependant, des hommages seront rendus à la contribution soviétique lors de la cérémonie. Plus de 25 millions de soviétiques sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale. À noter que le président ukrainien Volodymyr Zelensky fera lui bien partie des invités officiels le 6 juin lors
lors de la cérémonie, comme l'a annoncé Emmanuel Macron ce mardi. Quatrième actu, le télescope spatial James Webb a détecté la plus lointaine des galaxies jamais découvertes par les chercheurs, a annoncé ce jeudi la NASA, l'agence spatiale américaine. Cette galaxie existait environ seulement 290 millions d'années après le Big Bang, une théorie scientifique qui explique les premiers instants de l'univers. Elle présente de nombreuses particularités qui intriguent les chercheurs, notamment sa taille et son poids. Pour vous donner une idée, sa masse est estimée à plusieurs centaines de millions de fois celle du Soleil. Elle pourrait même contenir des preuves d'oxygène selon les chercheurs. Alors cette découverte, elle va permettre aux chercheurs d'en savoir plus sur le processus de création des galaxies et de découvrir davantage de nouvelles galaxies encore plus éloignées de la Terre. Et enfin, dernière actu, la journée mondiale sans tabac, c'est ce vendredi, comme chaque année, le 31 mai. Le but de cette journée, c'est d'alerter sur les dangers du tabac sur la santé et ses effets mortels. Le tabagisme est la plus importante épidémie évitable à laquelle les soignants sont confrontés, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé. Je vous mets des ressources en description. Merci beaucoup Léa pour ces actualités en bref. Alors ce week-end, pour suivre l'actualité, vous le savez, c'est directement sur Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. N'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches. Et puis on se dit du coup à lundi pour le retour des actus.